Ça y est, ça tourne au son? Ça tourne au sombre con. Ferrari. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Cela fait un petit moment que vous nous avez demandé un épisode qui récapitule Ferrari, mais aussi la vie de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, dans ses premières années, était un pilote. Un pilote très bon. Il avait un petit coup de volant, Enzo, quand même, on va pas se mentir. Mais par rapport à la concurrence des voitures allemandes et par rapport à la concurrence des autres pilotes italiens, Enzo n'était pas un fifou non plus. Il était bon, mais pas... Enzo n'était pas dans le top pilote. Il conduisait bien dans l'écurie Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est une marque qui existe encore, qui a fait des autos incroyables et qui a un passé en compétition exceptionnel. Et cette marque détecte que Enzo, en plus de bien savoir conduire, a un certain sens des affaires et un certain sens de la gestion. Le mec aime les bagnoles, le mec aime gérer, le mec aime diriger. Et Alfa Romeo repérera tout de suite ce potentiel en proposant à Enzo de créer sa propre écurie de course, la Scuderia Ferrari, qui travaillera dans un premier temps pour Alfa Romeo. Je vais pas rentrer dans le détail, l'histoire est un peu complexe de savoir qui a fait quoi pour qui, dans quelle mesure. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'au début, Enzo Ferrari, même s'il a sa Scuderia, c'est-à-dire littéralement son écurie en italien, ce qui est Scuderia, c'est écurie. Scuderia Ferrari. Donc l'écurie Ferrari. Écurie Ferrari. On va pas chercher très loin, hein. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Enzo Ferrari est vraiment un sous-traitant d'Alfa Romeo. Même si, juste avant la Seconde Guerre mondiale, Alfa Romeo et Enzo Ferrari se prennent la tête. Ce qui nous reporte donc en 47, nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les courses automobiles commencent à reprendre, l'économie aussi, et il se passe deux choses. Déjà, Enzo Ferrari réouvre la Scuderia Ferrari pour aller niquer le game, hein. Alors Enzo, on pourra dire ce qu'on veut, on va dire plein de choses sur lui dans cet épisode. Ce qu'on pourra dire, c'est que le bonhomme aimait beaucoup le samplon et beaucoup les V12 qui hurlent. La macchina da corsa per me è come un figlio. Point. Et surtout, en 47 intervient la chose la plus importante que vous connaissez, l'entreprise Ferrari. Attention, je le précise, il faut bien distinguer la Scuderia Ferrari, c'est-à-dire l'écurie Ferrari, et l'entreprise Ferrari. La Scuderia Ferrari est chargée d'engager les voitures Ferrari en course. C'est un peu le leader, c'est ça qui représente vraiment l'esprit Ferrari. En tout cas, tant qu'Enzo était vivant, il n'y avait que la Scuderia Ferrari. Alors pourquoi faire Ferrari finalement? Enzo, depuis le début, avait la capacité de faire des voitures de route. Je pourrais, ouais. On a même eu l'idée plusieurs fois, mais Enzo, depuis le début, n'en avait pas l'envie. Mais j'ai pas envie. Ça peut paraître incroyable, puisqu'aujourd'hui, tout le monde connaît Ferrari à travers les voitures Ferrari de route. Mais surtout, Enzo, au début de sa carrière, ne veut pas faire de voitures pour la route. Ce qui peut sembler assez incroyable quand on voit la clientèle qui était ultra fan. Il faut vraiment prendre en compte qu'à l'époque, Enzo Ferrari, déjà, il avait un charisme et un style tout particulier. Le monsieur avait aussi déjà un grand nom qui se faisait, et puis il avait déjà commencé à gagner de la course. Tout le monde voulait rouler en Ferrari, et la seule personne qui voulait que personne roule en Ferrari, eh ben c'était Enzo. Parce qu'Enzo a déclaré à plusieurs reprises que lui, ce qui l'emmerdait, la plupart de ces gens n'étaient pas des pilotes. La plupart des gens qui voulaient acheter une Ferrari dans les années 50 étaient des gens du showbiz, des chanteurs, des acteurs de cinéma, et dans tout ça, il y avait très peu de gens qui savaient réellement conduire, et surtout de gens qui voulaient utiliser des Ferrari pour faire la course. La plupart des gens voulaient acheter une Ferrari pour faire le casino chez moi le casino en Ferrari, et Enzo, ça l'emmerdait beaucoup. La proposition Ferrari était assez exceptionnelle en termes de sportivité et en termes d'image. C'était pas du tout le seul sur le marché, mais c'était vraiment ultra chic. Et Enzo voyait ça un peu comme faire une licorne, la laisser aux gens pour qu'ils aillent au McDrive avec. C'était pour faire la course à fond, pas pour aller faire le tour de Monaco, le coude à la portière en faisant le cake. Et moi, j'aime Enzo pour ça. Donc Enzo ne veut pas vendre de voitures pour la route. Enzo a un business plan, alors bon, qui est un petit peu bancal, hein. Dans toutes les courses automobiles, ça existe depuis un moment et ça existe encore de nos jours, dans les grosses catégories. Lorsque tu gagnes ou que tu finis très bien placé, tu gagnes des prix en argent. Ces prix sont faits pour redynamiser un petit peu la compétition, et la compétition fonctionne comme ça. Quand tu gagnes, tu reçois de l'argent que tu réinvestis dans la course, et ça fait des courses encore plus incroyables, etc. Et le business plan de base d'Enzo Ferrari, c'est ça. Sauf que vous comprendrez bien que baser un modèle de rentabilité sur le fait qu'il faut absolument gagner la course est assez tendancieux quand même, c'est assez aléatoire, hein. Et Enzo est contraint et forcé dans les années 50 de faire des voitures de route. Alors, ça lui troue le cul, et il se cramponnera toute sa vie pour ne pas faire de voitures de route. Et puis surtout, il se cramponnera toute la vie pour faire les voitures de route que lui il veut. Et ça va amener d'ailleurs des problèmes incroyables qu'on va évoquer juste après. En tout cas, j'espère que vous avez compris que dans cette petite introduction, Enzo Ferrari était quelqu'un de beaucoup de confiance en lui, de très italien. E la macchina
et peut-être un peu arrêté sur ses idées. On arrive fin des années 40, début des années 50, Ferrari s'engage en Formule 1 alors que ce n'était même pas un championnat mondial, c'était juste un championnat européen. D'ailleurs, c'est à ce moment qu'on voit arriver le Cavallino Rampante. Tu sais, le petit cheval cabré. Pour le passer très rapidement, l'anecdote est connue. À l'issue d'une course dont il était pilote, Enzo Ferrari, il y a une dame qui vient le voir et elle lui demande pour son fils en hommage, puisqu'il est mort dans l'aviation, parce que c'est un pilote de chasse italien, de porter son emblème qu'il avait sur son avion, c'est-à-dire un cheval noir cabré. Et Enzo respectera cette parole, et c'est beau, et la posera sur son logo de voiture Ferrari avec un fond jaune pour la ville de Modène. Alors on arrive dans les années 50. Et dans les années 50, il se passe quoi? Ferrari ruine le game avec son expérience acquise chez Alfa Romeo. Et surtout, alors, dans un premier temps, l'absence de Mercedes et de concurrents sérieux. C'était finalement le seul détenteur d'un savoir au début des années 50 avec des très bons pilotes engagés. Et le début des années 50 sera marqué par une domination assez insolente de Ferrari en course qui va vraiment lui instaurer une image folle, à tel point que la commercialisation des modèles de route fonctionne très bien. Ce qui, entre nous, gave un peu Enzo. Franchement, il devait être plein de seum. C'est ce qu'on appelle du seum. Les années 50 sont donc marquées par une belle domination globalement de l'écurie Ferrari, de la Scuderia Ferrari, et arrivera à mettre Ferrari vraiment sur un premier plan, face pourtant à des constructeurs qui font de la course depuis bien plus longtemps que lui, à savoir Mercedes, à savoir Maserati, et des gens qui pèsent. Il faut quand même garder à l'esprit que dans les années 50 et 60, Enzo Ferrari est une petite officine, un petit truc artisanal qui vend peut-être 100 à 200 voitures par an. Genre vraiment, c'est juste un vieux fou au fond de l'Italie qui fait des voitures qui vont super vite. Un vieux fou, con et chiant. Il va devenir très vite chiant. On peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, on peut l'interpréter comme on veut, il y a tout qui a été écrit là-dessus, mais on peut quand même dire que dans les années 50 et 60, Enzo Ferrari connaît une carrière incroyable. Cette ascension folle a peut-être donné à Enzo un boulard qu'il avait déjà suffisamment. Oh, je t'ai vu arriver avec ta vanne, putain de merde. Et il s'avère que Enzo Ferrari, face à cette carrière flamboyante, prendra peut-être un poil la confiance qu'il avait déjà beaucoup. L'année 63 verra deux événements assez incroyables dans l'histoire de Ferrari. Le premier événement est une altercation avec un client. Oh Enzo, on va vous faire une reconstitution. Je suis client mystère, hein, mystère. Et Enzo, la machine, l'embrayage il est pourri. Il marche pas, j'appuie, je le fume parce que le V12 250 chevaux pété. Ce client, c'est un riche homme d'affaires italien qui a créé sa fortune sur une fabrique de tracteurs. Et ce monsieur s'appelle Ferruccio Lamborghini. Oui, ce monsieur c'est Féroce Lamborghini, on a fait un Vultec sur Lamborghini. Ce monsieur fabriquait des tracteurs et était devenu extrêmement riche. Amateur de voitures de sport italiennes, il a trouvé dans Ferrari tout ce qu'il voulait. Sauf, les Ferrari, je vous l'ai dit, c'était vraiment des voitures artisanales à la con. Donc ça marchait quand ça voulait. Donc Ferruccio Lamborghini vient voir monsieur Ferrari. Là, les versions diffèrent puisque, selon les légendes, les indices que Ferruccio Lamborghini est venu de façon assez humble en disant « Je fabrique moi-même des engins motorisés, je peux peut-être aider à les rendre plus fiables, essayons de discuter ensemble. » Les autres disent que Ferruccio Lamborghini est arrivé en disant « Ta machina, c'est de la grosse mierda, rembourse-moi gros connard. » Enfin bon, à peu près ça quoi. En tout cas, là où la version n'a jamais différé, c'est qu'Enzo, il était sur sa petite chaise et son journal, il lui a mis un journal dans la gueule, surtout accompagné d'une punch qui est devenue un peu légendaire. « Mes voitures ne peuvent pas être conduites par des gens qui conduisent des tracteurs. » On n'a pas la phrase exacte de ce qu'a dit Enzo Ferrari, puisqu'Enzo Ferrari ne s'est jamais réexprimé à ce sujet. Il n'y a que Ferruccio Lamborghini qui s'est exprimé. Mais de toutes les versions qu'il a données, globalement, la réponse était un peu amère, quoi. C'était un petit peu sec, peut-être. Et arrivera du coup la terrible rivalité entre Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari. Et aujourd'hui, si Lamborghini existe, c'est juste parce qu'Enzo Ferrari a super mal répondu à Ferruccio Lamborghini. Non mais t'imagines? C'était juste un concours de zizi. Parce que Ferruccio est vraiment sorti de chez Ferrari en disant « Puisqu'il veut pas m'écouter l'autre con, je vais le niquer !» Ferruccio Lamborghini a lancé au milieu des années 60 la Lamborghini Miura. La Lamborghini Miura a été considérée comme la première supercar, la première voiture plus qu'une voiture de sport. Une supercar. Et ça avait donné d'ailleurs lieu à une très belle anecdote puisque Enzo s'était passablement moqué de Ferruccio Lamborghini en disant on ne met pas les bœufs après la charrue. Parce que Enzo avait des idées très arrêtées. Enzo ne voyait les Ferrari que par des V12 en position avant. Et en voyant la Miura, il se moquera beaucoup de Ferruccio Lamborghini. Et d'ailleurs, c'est extrêmement drôle puisque Enzo Ferrari reconnaîtra plusieurs années après de lui-même, et ça c'est beau, et ça a dû lui faire mal, que effectivement, la position centrale arrière pour un moteur peut représenter des avantages d'équilibre dans un véhicule. Approuvé quand même. Le labo n'a pas confirmé, donc ça va. Toujours en 63, une histoire qui est très connue et qui a même fait l'objet d'un film il y a pas longtemps, le fameux duel entre Ferrari et Ford. Cette même année, Ferrari est dans une situation financière délicate, où il y a un monsieur, le voici, Henry Ford Jr., petit-fils, cherche à
redynamiser la marque Ford. La marque Ford dans les années 60 est une marque extrêmement vieillissante, une marque qui est vraiment sur le déclin, et une marque américaine qui produit des voitures de vieux, des trucs qui font envie vraiment à une toute petite minorité d'Américains, de vieux cons. Et Henry Ford Jr. se rend compte que pour prolonger la durée de vie de Ford, il va falloir réellement innover. Les années de la Ford T, incroyable, voiture la plus vendue du monde, c'est terminé tout ça. Terminé, bonsoir. Henry Ford Jr. se rend compte que pour donner une image cool à sa marque, donc pour faire envie aux jeunes, il faut faire de la course automobile. Sauf que les Américains, jusque pendant très longtemps, savaient faire des moteurs puissants et savaient faire des voitures qui aient en ligne droite. Pour autant, en Europe, on a un truc qui s'appelle les virages. Ça, c'est très américain. Pourquoi faire des virages? Genre la route, on peut la faire droite. Bah oui. La compétition que les Américains jugent la plus incroyable, c'est le NASCAR, c'est-à-dire un anneau. La traduction de virage en américain s'appelle NASCAR, c'est-à-dire un virage dans un sens qui est toujours le même. Donc globalement, les Américains, pour gagner en Europe et se donner une image cool, c'est pas gagner quand même. Donc ils se disent de façon très pragmatique, on a plein d'argent, on est américain, allons racheter quelqu'un qui sait faire des voitures qui marchent bien. Ça tombe bien, Ferrari est dans une situation financière catastrophique, puisqu'Enzo Ferrari, lui, il continue son bail, hein. Ah oui, oui. Lui, lui, il continue à faire des voitures de course qui marchent fort. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, gagner les courses, c'est bien, mais il faut les gagner souvent si tu veux être pérenne quand même. Et les années 60 voient quand même un peu de contestation de la domination de Ferrari, et la situation financière est vraiment préoccupante. Enzo est donc approché par les équipes de Ford. Ford veut racheter une grosse partie de Ferrari, injectant ainsi beaucoup de capital, donc beaucoup d'argent pour sauver la marque. Dans sa tête, Monsieur Ferrari garde le contrôle de la Scuderia Ferrari, et puis Ford, s'ils veulent faire les voitures de route Ferrari, et ils font, de toute façon, j'aime pas ça moi. Donc faites vos merdes là, moi je veux faire ma course. Les discussions avancent très bien, et on arrive au dernier rendez-vous, c'est-à-dire vraiment le rendez-vous du contrat. Enzo s'assoit, lit. Je vous rappelle que ça c'est des légendes, c'est de la retranscription. Il arrive, il lit un peu, il bug un peu sur une ligne en disant il est marqué que si Ford nous rachète, ils prennent aussi le contrôle de la Scuderia Ferrari, c'est-à-dire la course. Mais no capiche, non, moi la course c'est moi. Naturellement, Ford leur répond mec, on est en train de sauver ta boîte, on est en train de te proposer de rester quand même et d'être actif quand même. Peut-être peux-tu ouvrir un peu ton esprit, peut-être. Oh les malheureux. Non. Ah non, no capito, hein. Et de ce que racontent les retranscriptions de l'époque, Enzo Ferrari aurait dit no. A priori, il y aurait eu des déchirure de contrat et a priori, il y aurait eu insulte à base d'italien de type vaffanculo, Enzo. Mais c'est le charme à l'italienne. Ce qui donnera même à énerver Monsieur Henry Ford Jr. au point qu'Henry Ford Jr. dira puisqu'Enzo Ferrari ne veut pas comprendre, eh bien je vais aller le battre sur son propre terrain, c'est-à-dire aux 24 heures du Mans. Car à cette époque, Enzo Ferrari gagne les 24 heures du Mans tous les ans. Il se pointe, il gagne, il part. Et en plus, Enzo, il était sur l'écurie, donc dans la ligne droite, donc des stands, là où il y a les stands, avec son petit journal, sa petite chaise, ses petites lunettes, son café. Il venait, il se pointait, il s'asseyait, il disait « il faut attendre 24 heures pour gagner maintenant ». Alors qu'il savait qu'il avait gagné déjà. Et ce qui donnera une guerre, une passe d'armes peut-être la plus belle de l'histoire de l'automobile, c'est quand même assez impressionnant. Et Henry Ford Jr. donnera aussi tort à Enzo Ferrari, puisque Henry Ford Jr. ira battre Ferrari sur son propre terrain. Et c'est quand même beau, alors au prix de beaucoup de millions de dollars perdus pour rien, quand même, juste pour une bagarre d'égo. Et le pire, c'est que déjà il va perdre la face une fois, et en plus il va perdre la face en ayant perdu beaucoup de fric. Résultat, on arrive à la fin des années 60, très exactement en 69, année que j'aime beaucoup. On arrive en 1969 et Enzo Ferrari a perdu énormément de plumes dans la bataille, à tel point que pour survivre, la marque Ferrari doit être rachetée. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de si on commence à tout gagner, ça va aller, il n'y a pas de peut-être qu'on va lancer des nouveaux modèles sur le marché, ça va aller, c'est mort. Un moyen de survivre. Et le moyen va passer par le rachat. Alors, c'est terrible parce que Enzo avait d'une certaine façon plus ou moins refusé déjà ce rachat auparavant et accueillera en 69 finalement ce rachat avec presque plaisir, le rachat par Fiat. Fiat étant le gros constructeur italien, le patron italien, et donc Enzo avait au moins cette certitude que Ferrari resterait en Italie et qu'il avait la capacité de parler avec des gens qui pourraient peut-être comprendre ce qu'il leur disait, qui pourraient peut-être comprendre que la passion Ferrari, c'est du V12 en position avant. Il 12 cilindri resta sempre la macchina originale della Ferrari. Spoiler, ils vont vite faire du V6 en position arrière, c'est-à-dire qu'ils ont rien écouté les gars, mais au moins ils se sont pris la tête en italien, ce qui est pas mal je suppose. Ouais, ça devait être sympa à entendre, ouais. Ça devait faire vaffanculo, mais en échange ils devaient aussi prendre un vaffanculo, donc ça s'annule, et ils devaient tous se faire des cafés, enfin bon. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est aux années 60-70, Fiat, il fabrique encore principalement des Fiat 500, c'est-à-dire l'équivalent de la 2 chevaux française, qui s'écoulait par pelle littérale, ça vendait. Fiat a toujours une idée de rendre
rentabilité. C'est-à-dire que Fiat aurait peut-être dû s'appeler rentabilité avant de s'appeler Fiat. Et bien évidemment, la volonté de Fiat de rentabilité s'appliquera à Ferrari et c'est ainsi qu'on va arriver dans les années très sombres de Ferrari, les années 70 et 80, où la qualité de Ferrari et surtout l'esprit d'Enzo Ferrari, comment dire, l'esprit était là, dès le milieu des années 70, l'esprit il était Marseille, tu vois, c'est certainement là-bas Marseille, mais je vous le dis là-bas, il faut faire le tour de la planète à peu près pour atteindre Marseille par ce côté-là. Fiat voudra absolument trouver des solutions de rentabilité dans la marque Ferrari, et étant donné que de toute façon Fiat avait le plus de pouvoir dans le groupe, en fait j'ai l'impression qu'au début, Fiat il demandait poliment en disant « Bonjour monsieur Ferrari, excusez-nous, peut-être qu'on pourrait sortir du dogme vraiment de la secte V12. Avant, on pourrait faire peut-être des moteurs plus petits avec des voitures un peu moins chères, un peu moins élitistes, qui veulent moins te tuer. Des voitures finalement adaptées aux gens qui veulent les acheter. Tu vois, ceux qui veulent aller à Monaco, ils ont pas besoin d'un gros V12 énorme. Oh bah non, Enzo, il voulait pas. Pour résumer très simplement, hein, au début ils demandaient poliment, et puis 2-3 ans après ils exigeaient poliment. Et puis 2-3 ans après ils demandaient même plus, en fait ils faisaient. C'est pour cette raison que la marque Ferrari des années 70 et 80 a connu des changements énormes avec des choses qui ont fait bondir Enzo Ferrari de sa chaise, de son petit café et de son journal, avec l'arrivée, alors, déjà de V8 dans la gamme, mais ça, il l'avait accepté depuis un moment, d'accord. Mais alors un V6, oh mamma mia, oh, va bene. Fiat, dans une optique de rentabilité, a vraiment voulu faire des petits moteurs dans une Ferrari. Alors c'est littéralement le syndrome du pack AMG, c'est-à-dire que tu peux avoir une classe A 180D, c'est-à-dire avec un moteur de 110 chevaux, pack AMG qui a la gueule d'une A45 mais qui a absolument pas les compétences d'une A45. Fiat, il l'avait déjà compris il y a très longtemps ça. En fait, que les gens ils veulent juste une gueule, un petit bruit, et si ça va pas vite, en vrai on s'en fout. Et même c'est tant mieux parce qu'une Ferrari V12 à entretenir de l'époque, c'était quelque chose. Fiat, ils avaient cette vision-là. Enzo, bah je n'ai pas besoin de vous le dire. C'était V12 en avant sur sa chaise, journal café, la même toujours. Et le fin mot de l'histoire ira à Fiat. Fiat qui sortira, et alors j'allais dire, Enzo s'est retourné dans son cercueil mais il était encore vivant. Mais je pense qu'il avait envie de s'enterrer, se retourner dans son cercueil et ressortir lire son journal. Il y a beaucoup de Ferrari qui sont sortis dans les années 70 et 80 avec des moteurs V6 en position arrière, ce qui est, d'après Enzo, une hérésie. Mais pour les ventes, pas si pourri, puisque oui, Fiat arrivera à redonner un minimum de santé financière en élargissant la gamme Ferrari avec des modèles d'entrée de gamme. On va me dire qu'Enzo, il a fait une descente d'organes, il t'a fait un AVC Enzo. Des modèles d'entrée de gamme chez Ferrari. Revenez là et finissez l'épisode. Et c'est pour cette raison qu'on arrivera dans les années sombres de Ferrari, avec des modèles qui déjà, pour beaucoup, s'éloigneront quand même de la vision d'Enzo Ferrari. Et le pire pour Enzo Ferrari, c'est même lorsque Fiat voudra absolument exporter ses modèles aux États-Unis. États-Unis qui avaient des normes anti-pollution extrêmement strictes à l'époque et qui ruinaient totalement le déjà peu de puissance que ces Ferrari avaient. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve avec des Ferrari comme celle-ci, qui déjà n'étaient pas très puissantes de base avec leur V6 et qui, une fois exportées aux États-Unis avec des catalyseurs et des systèmes anti-pollution, se retrouvaient avec des puissances ridicules du genre 170 chevaux. Genre j'ai acheté une Ferrari, j'ai 170 chevaux en fait, n'importe quel BM ou Mercedes en avait plus. Pas de problème les gars, c'est super. Oh bah super. Pire que ça, même la qualité des produits tombera et c'est dans cette époque qu'on retrouvera des intérieurs de Ferrari avec beaucoup d'éléments Fiat. Puisque Fiat, encore une fois dans cette rentabilité, aura collé ne serait-ce que des, par exemple, les commodos pour tes clignotants, tu sais. Bah en fait c'est des trucs que tu retrouvais dans les Fiat de l'époque, hein, tout simplement, hein, des éléments de 131, des trucs nuls. Donc vraiment tu achetais des Ferrari au prix Ferrari mais avec des éléments Fiat à l'intérieur et autant dire que ça grinçait un peu des dents. Et c'est là où c'est difficile, même avec le recul, d'analyser un petit peu l'impact d'une marque, puisque d'une certaine façon, ils feront beaucoup de bien à Ferrari, en redonnant un peu de souffle avec de l'argent et surtout des ventes, un peu de rotation dans les ventes, mais de l'autre côté, en ternissant un peu cette image qui était déjà pas exceptionnelle en termes de qualité, mais qui va être vraiment ruinée à cause de la fiabilité dégueulasse et des éléments ultra repris chez Fiat, et des performances en berne. Heureusement, Enzo Ferrari meurt. Meilleure chose qui est arrivée à Ferrari Alors, depuis Ferrari. C'est terrible à dire, mais la mort d'Enzo Ferrari, d'une certaine façon, redonnant un souffle à Ferrari. Pour deux raisons. Ne vous affolez pas, je vous explique. Je vous rappelle, dans un premier temps, qu'Enzo Ferrari, un peu obtus, un peu aigri, avait des idées très arrêtées. Alors, ça aura donné des trucs incroyables. La 365 GTB Daytona, premier modèle conjointement fabriqué avec Fiat, mais qui était principalement Ferrari, aura été un grand succès, aussi bien commercial que critique. Parce qu'Enzo Ferrari voulait absolument que le premier modèle sorti avec Fiat soit un énorme vaisseau amiral V12. Et c'était une superbe concurrente à la Mura. La Ferrari Testarossa, par exemple, que Enzo Ferrari avait absolument voulu avec son architecture des moteurs de course Ferrari de l'époque, c'est-à-dire avec le V12 à plat, et qui donnera quand même lieu à une voiture exceptionnelle. Donc, Enzo était un peu bloqué, mais Enzo savait quand même faire des voitures qui faisaient bander. Et Enzo, de son vivant, a participé au dernier véhicule qui est peut-être la Ferrari la plus incroyable de l'histoire de la marque. Voici la Ferrari F40, qui célébrait les 40 ans de la marque Ferrari.
La voiture qui lui correspondait le plus, la voiture qu'il aurait voulu le plus au monde. Cette voiture est directement déclinée de la compétition. Point. C'est l'une des premières voitures avec une structure intégralement en carbone. L'une des premières voitures à utiliser le Kevlar. La première voiture avec des pneus arrière aussi larges. La voiture la plus performante de son temps. La voiture la plus chère de son temps. La voiture la plus incroyable, peut-être de l'histoire de l'automobile. Ça reste à discuter, mais la F40 quand même, ça pèse très très lourd. Hein. Ouais, ça pèse costaud la F40, ouais. La F40, c'est une voiture de course pour la route, qui a été intégralement supervisée par Enzo Ferrari, c'est-à-dire que cette voiture, c'est Enzo Ferrari. Point. La F40, c'est un V8 de 2,9 litres biturbo. Alors c'est terrible, mais j'ai l'impression que la vie d'Enzo, en fait, c'est cher. Parce que la voiture qu'il a supervisée et qui lui a donné le plus de satisfaction à faire est finalement une voiture V8 centrale arrière turbo. Rien de ce qu'il voulait à la base. Ces considérations techniques sont prises en compte car la Ferrari F40 devait s'engager dans beaucoup de courses et cette fiche technique répondait à beaucoup de courses. Cette voiture était donc prête à être engagée en course et à ruiner le game en cours. Et cette voiture sera vraiment en 87 la dernière du Commendatore, puisqu'Enzo Ferrari nous quitte en 88. Et, chose alors un peu folle, à la base la F40 devait être vendue uniquement à 400 exemplaires et aurait été aujourd'hui l'une des Ferrari les plus rares jamais existantes. Sauf qu'en 88, Enzo Ferrari nous quitte et là, c'est comme d'habitude de toute façon, c'est au moment où tu perds un truc que tu te rends compte qu'il était important. Ferrari, tout le monde avait oublié dans les années 80, vraiment Ferrari était laissé pour mort. Hein. Sauf que quand Enzo Ferrari meurt, tout le monde se rend compte que c'était vachement cool et la Ferrari explose et la spéculation sur le F40 vendu est si forte qu'en 88, Ferrari décide d'étendre la production de 400 exemplaires à plus de 1000 exemplaires. Ce qui est drôle, c'est que c'est en 3 vagues. Ils ont fait 1000, c'est tout, hein. Oh, oui, attends, on a fait de 400 à 1000, on a fait plus de 2 fois. On a fait 2 fois et demi, ça va. Et pourtant, effectivement, et ben après, ils l'ont augmenté à 1337 exemplaires. Imagine, plus de 3 fois la production initiale, tellement la demande était forte et surtout, tellement l'âme d'Enzo Ferrari avait transpiré dans cette F40. On n'a pas encore conduit, mais de tout ce que les gens ont dit, on a perçu la passion dans cette bagnole. Et dans les quelques Ferrari qu'on a essayé, on l'a perçu aussi quand même. Pas toutes, notamment celle où j'ai perdu mon permis. Cette vague, malheureusement, se pètera la gueule très très vite, puisque le reste de la gamme Ferrari est nul. Les gens se sont rendus compte que s'ils voulaient une Ferrari, c'était pour avoir une F40, c'est-à-dire pour avoir un truc qui détruit absolument tout. Et que une fois que tu as vendu une F40, c'est très difficile de vendre une voiture V6 qui fait à peine 200 chevaux. Voilà. Donc la marque Ferrari va vite se péter la gueule, en plus accompagné de ça, que les performances en compétition ne sont pas bonnes. Fiat en a marre de mettre des billets, des billets et des billets et des billets. Alors ils ont en plus de ça vraiment pas été aidés avec plein de choses. Il y a eu beaucoup de grèves, il y a même eu des attentats, il y a eu les premiers cracks pétroliers qui ont vraiment fait mal à ces voitures-là. Et surtout de la concurrence, il commençait à y avoir de la super sportive en face. Avec, contrairement à Ferrari, de la finition, de l'exclusivité, de la performance, et Ferrari est vraiment malmené dans les années 90. Et il faudra attendre cette fin d'année 90 pour que Ferrari... Alors, c'est bizarre parce que t'as des marques dans le monde qui connaissent des sursauts. T'as des marques qui se réveillent. BMW, par exemple, avec le 46, vraiment aura un regain. Mercedes, très dernièrement, avec la nouvelle Classe A. C'était une marque super vieillissante. Ils ont ressorti la Classe A, ça a fait revivre la marque. Porsche, fin 90, avec le Boxster, Cayenne et 996, où la marque a connu un sursaut. Ferrari, ça a juste fait... doucement, mais sûrement, avec surtout accompagné d'un vrai regain en image dans les années 2000. Et la chance de Ferrari dans les années 2000, c'est un regain généralisé de la marque. Genre la marque est redevenue cool, pour plein de raisons, et aussi bien d'un point de vue compétition que d'un point de vue route. Déjà, sur la route, les voitures Ferrari connaissent vraiment une nouvelle ère, avec déjà des modèles vachement plus mis au point, et vachement plus adaptés à la concurrence, avec notamment la 360 ou la F430, qui étaient des berlinettes à la fois accessibles, avec sur la F430 l'arrivée de l'électronique pour éviter de te faire peur. Et ça a fait un bien fou à Ferrari puisque c'était la première fois que tu pouvais rouler fort en Ferrari sans trop te faire peur. Et aussi et surtout des technologies directement issues de la compétition qui étaient cool. La plupart des Ferrari des années 2000 qu'on retrouve aujourd'hui sont vendus avec ce qu'on appelle la boîte F1. Ce qui est très drôle en plus, c'est que le sélecteur de vitesse des boîtes F1 dans les Ferrari, une sorte de tout petit T ridicule. Ça, c'est un sélecteur de boîte de vitesse, c'est immonde. Mais ces voitures-là étaient équipées de la boîte F1. C'était les toutes premières boîtes à embrayage piloté, technologie directement issue de la Formule 1 qui proposait la technologie d'une boîte automatique et qui proposait le confort d'une boîte automatique avec les performances d'une boîte manuelle.
Et ces technologies-là, associées à plusieurs choses, notamment l'électronique, notamment l'arrivée du magnétino sur certaines Ferrari et surtout le travail sur l'aéro avec les premiers diffuseurs et fonds plats incroyables qui donneront aux Ferrari des années 2000 vraiment une tenue de route largement au-dessus des autres, des moteurs toujours aussi fous et les voitures de route Ferrari vont devenir ultra cool. Dans le même temps, cette technologie de course sera accompagnée d'énormément de succès en course. Ce monsieur Michael Schumacher, qui est l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de l'histoire de la Formule 1, le Kaiser comme on l'appelle. Schumacher, 5 fois champion du monde avec Ferrari d'affilée. D'accord? Est-ce que ça calme tout le monde? Ok? C'est bon? Les Ferrari qu'il a conduites de 2000 à 2004, à la faveur des mêmes améliorations qu'on a retrouvées sur la route après, étaient vraiment d'un règne sans partage sur la catégorie. On arrive vraiment dans cet âge d'or au début des années 2000 où en plus il fallait vous parler d'un modèle Ferrari. Le nom, peut-être que vous le devinerez pas. Attention, il est pas facile, hein. Cette voiture-là, elle s'appelle la Enzo et je vous laisserai deviner pourquoi. Je le dis pas, dites-le dans les commentaires, hein, mais chut, pour ceux qui savent pas. Et oui, après le succès incroyable, aussi bien commercial que critique de la F40, Ferrari continue de faire perdurer cette tradition. Aussi bien parce que commercialement c'était super cool, et critiquement c'était super cool, mais aussi bien pour honorer un peu la mémoire d'Enzo Ferrari qui nous a quittés. Enzo aimait bien les V12, la voiture est équipée d'un V12 atmosphérique, dérivé directement de la compétition, boîte F1 directement dérivée de la compétition, monocoque intégralement en carbone et en Kevlar, directement dérivé de la compétition, et surtout un travail énorme sur l'aérodynamisme avec cet avant de la Ferrari Enzo, c'est un avant de Formule 1 en fait. Genre ça se voit, il y a le nez, il y a les pontons, c'est une Formule 1, c'est une Formule 1 de route. 650 chevaux, un peu plus de 1200 kg, et c'est au moment où elle sort, la voiture la plus performante du monde, juste avant que la Bugatti Veyron lui vole le titre avec ses 1000 chevaux. Autant dire qu'il a fallu sortir 350 chevaux de plus pour dépasser la Enzo. La Enzo est un joyau absolu. Puis 400 exemplaires, hein, terminé, bonsoir. C'est-à-dire l'une des plus rares du monde, un moteur directement dérivé de la compétition qu'on ne retrouvera que dans 2 exemplaires, c'est-à-dire la Enzo et la 599 GTO. Ce clin d'œil-là était cool. Ah, ça m'a fait ma journée là. Et la Enzo qui, on peut le reconnaître, fera vraiment honneur à Enzo pour le coup. Je crois que c'est honoré. Enzo, C'est pas là mal. je crois que le journal, il l'a quand même baissé 5 secondes. Il a lâché un petit... Grazie mille. Ah non, il a rien dit. Et en plus de ça, magnifique geste de la Enzo, Ferrari a offert un exemplaire de la Enzo au pape. La Enzo, c'est donc 399 exemplaires vendus à des clients normaux et un exemplaire donné au pape, qui a été vendu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Enzo qui aura connu d'ailleurs une version compétition pure qui n'était même pas homologuée pour la route, qui s'appelle la FXX. Et c'est d'ailleurs le pont finalement entre la course et la route, où tu achetais ta FXX, donc ta Enzo de course, que tu n'avais pas chez toi. Parce qu'elle n'est pas homologuée route en fait. En fait, Ferrari te proposait littéralement d'acheter cette voiture, donc on était à plus de 3 millions d'euros. Ils te gardaient la voiture, ils te la préparaient, et juste tu leur passais un coup de fil, tu disais je veux la voiture sur tel circuit, et ils te l'amenaient, ils géraient tout. Tu te l'amenais, tu te mettais dedans, tu faisais la course, tu leur la rendais, ils te la gardaient. Et il y a quelques clients qui ont fait des pieds et des mains, comme on dit, pour la garder chez eux. Et ces FXX sont encore plus rares, puisqu'il y a des gens qui ont arrivé à l'avoir chez eux, mais qui du coup l'ont jamais roulé. Bah non, ouais. Voilà, aujourd'hui alors du coup... Bah oui, on en est où aujourd'hui on chez en Ferrari est où finalement? aujourd'hui Bah en vrai, plusieurs choses. Enzo peut être honoré, parce que les V12 maintenant, existe encore. et à l'avant. À l'avant. La charrue avant les bœufs, Enzo. Alors malheureusement, à contrario, il peut effectivement parfois aussi redescendre le journal avec un regard de je vais vous enculer les frérots. Parce que là, avec la 296 GTB qui va sortir et qui est sortie d'ailleurs, où je sais plus exactement où on en est à l'heure actuelle où on parle, 6 cylindres, Pardon? Alors apparemment, qui va être une voiture extrêmement réussie. avec l'hybridation, 830 bourrins, machin, tout ça, d'accord. Chiant quand même. Alors d'un côté, j'essaye de me dire que c'est pour préserver absolument les V12 Atmo. Je suis d'accord avec ça. Et au moins, on peut pas leur enlever qu'ils font peut-être des produits moins passionnels, peut-être plus polyvalents, peut-être plus adaptés à une certaine clientèle, mais de l'autre, au moins, ils gardent les V12, quoi. Moi, s'ils pouvaient nous refoutre un putain de V12 central arrière. Eh ben ça existe. La Ferrari. La descendante de la F40. Juste une autre, un peu plus abordable. Bah peut-être. quoi, ça vaut que 3 millions? Moi, je suis Enzo, c'est tout. Ah, ils vont sortir un 4x4, quelle honte. Enzo, attends, pour Enzo. E ricordo Merci de nous avoir regardés, on espère que cet épisode était tout à fait intéressant et ça serait incroyable que la semaine prochaine il y ait des essais de Ferrari qui arrivent. Alors là, ça serait incroyable. Donc si vous voulez voir ça, il faut vraiment vous abonner et peut-être qu'en vous abonnant, en mettant un pouce et un commentaire et en vous abonnant à notre Insta, peut-être que vous aurez le droit à ça dans les 2 prochaines semaines. Peut-être. Ciao, ciao. Ouais.
Alors, un petit autotest. Allez, autotest. Dans un zen comme ça, normalement, ça devrait être facile. Ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule. Wow.